Oui, il est bientôt 9h10, à quelques minutes près. Si vous voulez bien, on va pouvoir débuter ce webinaire donc dans le cadre de Dynamique. Dans un premier temps, je vais laisser la parole à Denis Lapoire qui va vous présenter ce dispositif. Et ensuite, c'est Benoît Leblanc, directeur de l'ENSC, qui parlera d'IA générative. Si vous avez des questions ou de toute autre interrogation, n'hésitez pas à laisser un petit mot dans le chat. Je prendrai soin de prendre le relais dessus. Voilà, si Denis, tu veux bien commencer. Merci Christelle. Bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente, je suis Denis Lapoire. Je suis en charge du volet formation de Dynamique. Je suis employé par Bordeaux INP. En quelques minutes, je vais présenter ce qu'offre, ce qu'est le projet Dynamique. Alors pour ceux qui auraient déjà écouté des webinaires précédents, il risque d'y avoir un peu de répétition. C'est peut-être un zoom sur la partie formation. Donc Dynamique, c'est un projet. C'est un projet qui vise à monter en compétence les personnels et les entreprises de production de Nouvelle-Aquitaine sur 4 nœuds principaux qui apparaissent ici: intelligence artificielle, de la robotique à l'interface homme-machine, les jumeaux numériques, ainsi que tout ce qui est IoT ou système intelligent. Pour réaliser alors ce projet, vous voyez les petits logos en bas à droite, c'est un projet fortement financé par l'Europe ainsi que par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un projet richement doté, puisque vous le voyez, 13 partenaires ainsi que 6 partenaires associés participent à la fabrique de ces services. Le premier d'entre eux, c'est le chef de projet, c'est ADI, l'Agence de développement et innovation de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc plusieurs partenaires, des établissements universitaires, des centres de recherche, des centres de formation, des centres de transfert, qui permettent de couvrir tout le territoire et sûrement vous en connaissez certains, n'hésitez pas à vous adresser directement à eux. Donc 13 partenaires pour quoi faire. Alors première tâche qui a commencé, c'est la réalisation d'un diagnostic pour chaque entreprise qui souhaite accéder à ces services. Un diagnostic est réalisé pour comprendre le besoin de l'entreprise. Un diagnostic, alors toutes ces parties-là, alors que ce soit l'audit qui ont commencé à être réalisés, les diagnostics qui vont suivre, qui vont fournir des services, une proposition de services, toutes ces parties-là sont non seulement gratuites, mais soumises à une confidentialité. Donc, et concernant ces services, une fois que le diagnostic de service est proposé à l'entreprise a la liberté de choisir tel ou tel service. Donc, un premier dispositif d'expression des besoins et visant à offrir donc des services parmi 4 types. Donc, formation continue pour les personnels des entreprises, un service test et expérimentation, ainsi que un troisième service, accompagnement à la recherche de financement, et enfin un service de mise en relation. Petit point, Dynamique, DIH, il y a un petit jeu de mots là. DIH, c'est Digital Innovation Hub, c'est une grosse communauté européenne qui, en fait, a déployé sur toutes les régions d'Europe des dispositifs comparables. Donc, la partie mise en relation permet de rentrer dans ce immense hub européen, avec des opportunités donc sur tout le territoire européen. Donc voilà les services de formation. Je vais simplement faire un petit zoom sur la partie formation que je pilote au titre de Bordeaux INP. Donc, il y a 6 partenaires impliqués, 2 établissements universitaires, Estia, Bordeaux INP, 2 instituts de recherche INRIA, ONERA, et enfin un centre de formation et de transfert qui est Captronic, très présent dans le monde électronique, ainsi que CATI, le centre de transfert CATI.
Donc, ce dispositif, c'est ce que j'évoque ici rapidement pour fournir ce service au plus près des entreprises qui sont sur les 5 territoires aquitains, Poitiers, Limoges, La Rochelle, Bordeaux, Pau et Villars. Hein. On va solliciter donc du manpower provenant d'établissements publics ainsi que d'entreprises. Hein. On va essayer de créer des communautés agissantes pour la partie éducation. En clair, si vous avez des compétences utiles pour la montée en compétences numériques des entreprises de production Nouvelle-Aquitaine, n'hésitez pas à le signaler. Voilà, mais j'en ai fini. Très bonne conférence à toutes et à tous. La parole à Benoît Leblanc. Voilà, donc bonjour tout le monde. Merci pour cette introduction et cette présentation de Dynamique. Je suis donc Benoît Leblanc, je travaille à l'école de Cognitique, l'École nationale supérieure de Cognitique sur Bordeaux INP. Et les travaux que je vais vous présenter là sont en fait une espèce de mise en jambe par rapport à ce qu'est l'IA générative. L'IA générative, c'est quand même quelque chose qui nous touche tous, ou qui va nous toucher tous, même si parmi les chercheurs, nous avions bien sûr depuis quelques années compris que ça allait arriver. Enfin, en tout cas, c'est dans le grand public que ça passe maintenant. Alors, je voulais vous signaler aussi que je fais partie de quelques autres structures comme la revue Hermès du CNRS, qui est une revue de sciences humaines qui permet de réfléchir sur les enjeux du numérique, les problèmes de communication, d'incommunication entre les humains, etc. Et donc, c'est un bain intellectuel qui me sert pour beaucoup d'éléments qui vont servir dans ces illustrations ici. Je participe également à un club gestion des connaissances, qui sont des entreprises qui travaillent autour des problématiques de comment gérer des connaissances dans l'entreprise, comment attraper en fait ce qui existe dans la tête des gens et le savoir et le savoir-faire qu'ont les experts dans les entreprises. Et puis enfin, je suis aussi président de l'AFIA, qui est l'Association française pour l'IA, qui est une association, une société savante qui regroupe environ 300 à 400 chercheurs au niveau national sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc tous ces éléments-là sont des éléments qui vous expliquent un petit peu le contexte de ce que je vais vous présenter. Alors, on va beaucoup parler de l'IA générative. L'IA générative, c'est, enfin, dans la tête des gens, bien sûr, c'est ChatGPT. C'est-à-dire que c'est l'outil qui permet d'accéder directement à cette IA générative, donc de l'intelligence artificielle qui va générer du texte. Et ChatGPT, ce qui est intéressant, c'est de voir la diffusion que ça a pu avoir dans le monde avec une rapidité et une fulgurance absolument phénoménale. Donc, la version 3, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a déjà été dans des versions 1, 2, etc. et 3. La version 3 de GPT a mis en place un chat, c'est-à-dire a mis en place un petit un prompt, un curseur, enfin, comme Google l'a fait, c'est-à-dire en fait une URL, un endroit où tout le monde peut accéder et où il n'y a qu'une seule chose, c'est saisir un texte. Donc, d'une simplicité au niveau de l'interface phénoménale. Et cette simplicité amène bien sûr les gens à pouvoir utiliser très rapidement cet outil-là et donc à recevoir les retours qu'il peut avoir de son prompt, de son texte qu'il a marqué. Et donc cette diffusion publique a eu lieu en fait fin novembre. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'a pas fallu 15 jours pour qu'un journal national de grande ampleur, comme Les Échos, fasse une double page complète sur ce que c'est que ChatGPT. C'est-à-dire que les journalistes sont vraiment pris en main l'outil pour comprendre ce que c'est, pour essayer de savoir ce qu'on pouvait en dire. Et c'est assez intéressant de voir qu'en l'espace d'une quinzaine de jours, entre la mise sur le marché qui était absolument pas annoncé avant, ce n'est pas quelque chose qui a été préparé au niveau médiatique, donc la mise sur le marché et 15 jours après, on a des articles de fond qui commencent à expliquer un petit peu ce phénomène qui est là. Mais on va voir que ces articles de fond ne sont pas encore, enfin c'est plutôt des articles d'étonnement, c'est-à-dire que les gens essayent de comprendre un petit peu ce que c'est que ce ChatGPT, à quoi ça peut servir. Alors il y a eu les vacances de Noël bien sûr, mais dès le mois de janvier, plusieurs autres journaux ont emboîté le pas, notamment c'est le Figaro en janvier, mais j'aurais pu citer d'autres journaux, bien évidemment. Hein. Et donc, le Figaro, en janvier, a remis une double page aussi, en demandant si, finalement, les choses étaient problématiques ou non. C'est-à-dire que, très rapidement, les gens se sont demandé, cet outil qui est bizarre, là, qui nous donne des réponses construites, on a l'impression de converser avec quelqu'un, on sait que c'est une machine, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis, les journaux ne sont pas les seuls médias qui se sont mis sur la longueur d'onde, justement. C'est-à-dire que là, on voit des copies d'écran des émissions qu'il y a pu avoir sur France Inter. Mais là, encore une fois, j'aurais pu choisir d'autres radios, bien évidemment.
Et on voit, alors je ne suis pas sûr que les dates soient tout à fait accessibles parce que les copies d'écran ont été prises à certains moments et les dates ne sont pas toujours marquées dessus. Mais celui de gauche, par exemple, c'est quelque chose qui a eu lieu avant Noël. C'est une présentation technique un petit peu de ce que c'est que le phénomène ChatGPT tel qu'il était. Donc, vous voyez, c'est au mois de décembre que la chose a été mise en ligne. Vous pouvez retrouver encore ces émissions-là. Plus intéressante, c'est au mois de janvier aussi, une journaliste qui a interviewé ChatGPT. C'est-à-dire que dans la mesure où on pose des questions et qu'il répond, et bien sûr, on peut faire une interview. Et ça a été fait avec des synthèses vocales qui permettent d'utiliser différentes voix, des voix d'hommes, des voix de femmes, des voix avec des accents, sans accent, etc. Et donc, ça a permis de montrer qu'en fait, il n'y a pas d'incarnation réelle sur ChatGPT, c'est juste du texte qui apparaît. Donc, cette émission était intéressante. Et puis, il y a également des émissions qui ont été faites sur les conséquences du phénomène, c'est-à-dire ce que les gens en faisaient, et notamment sur les livres qui ont été écrits avec ChatGPT, qui sont en vente sur Amazon, qui n'ont pas un grand intérêt littéraire, mais qui montrent qu'on peut produire du texte, on peut générer du texte automatiquement par une machine. Alors, cette gestion de texte, cette génération de texte, pardon, bien sûr, a fait poser des questions à toute la communauté intellectuelle dans l'enseignement supérieur. Et Sciences Po a été la première établissement à interdire ChatGPT, ce qui a fait faire quelques dessins humoristiques à certains, en expliquant évidemment que dire tout et n'importe quoi sur n'importe quel sujet, c'était quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui ne se décrète pas par une machine. Alors, bon, à Sciences Po, ils ne disent pas n'importe quoi. À Sciences Po, ils ont un discours qui est construit, justement, qui est construit autour d'éléments que l'on capte, d'éléments d'information qu'on capte. Et c'est vrai que les productions des gens qui sortent de Sciences Po n'ont quand même rien à voir avec ce qu'on peut trouver directement sur ChatGPT. Alors, le Canard enchaîné s'y est mis aussi. Le Canard enchaîné, toujours au mois de janvier, a préparé un petit article en expliquant ce qui se passait. Donc, il y a toute la première partie de l'article qui explique que les journaux s'en emparent. Et puis, le Canard enchaîné a essayé ChatGPT pour trouver des jeux de mots et pour trouver les manchettes qui sont effectivement ses classiques à lui. Et il en donne quelques exemples sur les retraites. Enfin, c'est pas très probant. C'est-à-dire qu'en fait, l'article conclut en disant que finalement, ChatGPT n'a pas encore d'humour et qu'il y a encore une place au Canard enchaîné en tant que journaliste. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est que vraiment, tous les journaux s'y sont mis, tous les journalistes, tout le monde a été un peu interpellé par ce que c'est que ChatGPT. Il y a eu bien sûr des dérives, des détournements, on va dire. Il y a eu ChatCGT, qui existe toujours aussi, qui est une IA marxiste, c'est-à-dire qu'en fait, il est entraîné, on peut utiliser ChatGPT pour lui faire produire du texte à la manière de. Et donc, quand on le fait à la manière de Marx, eh bien évidemment, on a des réponses qui sont des réponses orientées sur la fin ou les méfaits du capitalisme. Mais ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel type d'auteur pour produire un texte qui est un texte généré à la manière de. Et puis, vers le mois de février, donc c'est là où ont apparu sur les journaux des premiers éléments de fond, de réflexion, c'est-à-dire qu'il y avait les gens étaient interpellés, interloqués au début, et puis certains intellectuels ont mis un peu de temps pour pouvoir tracer l'intérêt ou les difficultés que ce ChatGPT a amené. Alors là, on voit dans un hebdomadaire Gérard Bronner, qui explique les biais cognitifs, c'est son dada à lui. Il travaille beaucoup sur les nudges et beaucoup sur les éléments qui sont des éléments qui en sociologie poussent les gens à faire. Et donc, il recompare ChatGPT avec des biais qu'il peut y avoir. On voit également Gaspard Koenig, qui est un philosophe, qui lui explique aussi que toute cette société libérale a un intérêt pour produire des choses, etc. Donc, il a une analyse qui est une analyse à lui par rapport à ça. On voit d'autres chercheurs, là, vous avez un professeur de l'université de Grenoble-Alpes qui explique la difficulté que ChatGPT va avoir, c'est finalement non pas dans les algorithmes, mais dans les humains. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que les gens vont en faire. Et donc, c'est le mois de février où ont eu lieu les premières analyses un petit peu techniques, ou les analyses intellectuelles, ou les regards critiques sur ChatGPT par la communauté de l'enseignement supérieur. Les politiques s'y sont mis aussi, puisque vous savez que l'Italie a interdit ChatGPT, donc à partir du mois de mars, fin mars, tout le mois d'avril en fait, ChatGPT a été interdit en Italie, sous prétexte qu'on ne pouvait plus, ChatGPT ne faisait pas attention à l'âge des gens qu'il questionnait, et donc on exposait les plus jeunes, de moins de 12 ans, potentiellement à des résultats qui sont des résultats pornographiques, puisque si on pose des questions, bien sûr, orientées pornographie, on a des réponses orientées pornographie, puisque ce ChatGPT, je vous rappelle, fait de l'IA générative, c'est-à-dire fabrique des textes en fonction de ce que vous lui donnez.
et en fonction de ce qu'il peut avoir comme statistiques inférentielles dans son bagage. Alors, ChatGPT a été rétabli en Italie après début mai, hein, donc c'est assez récent, mais on voit que les politiques donc, ont des hésitations. Et puis, on a maintenant, actuellement, donc c'est des journaux assez récents, là c'est, oui, dans les Échos encore, un article, vous voyez, il parle maintenant d'IA générative, c'est-à-dire qu'en fait, on ne parle plus de ChatGPT isolé, parce qu'il y a également des IA génératives sur des images, on va en parler un petit peu. Et donc, on se retrouve avec des ordinateurs qui vont nous fabriquer des contenus, tant en texte qu'en images, et tout ça s'appelle donc l'IA générative. Alors, d'autres articles, hein, pareil sur l'usine digitale, ça pour vous dire que certains magazines qui sont spécialisés sur les entreprises, quoi, vont effectivement donner des informations sur qu'est-ce que c'est que ChatGPT, en quoi on peut l'utiliser. Et là, en l'occurrence, c'est Meta, donc le consortium qui est autour de Facebook, hein, met l'IA générative à disposition des annonceurs. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui veulent fabriquer de la publicité, eh bien, l'IA générative va être en capacité d'aider cette fabrication de publicité et donc de proposer des éléments sans doute orientés vers les publics qu'on peut avoir. Et donc, en tout cas, fabriquer automatiquement et beaucoup plus rapidement que par un cabinet publicitaire. Alors, toujours sur le mois de mai, hein, ce sont des articles encore très récents, là, il y a à peine quelques jours, ChatGPT a été interdit chez Apple, dans la société même d'Apple. ChatGPT a été interdit chez Samsung. Donc, on voit que les concurrents, finalement, de la high-tech, hein, toutes les entreprises qui sont les entreprises du numérique, se posent vraiment des questions sur qu'est-ce que ça veut dire. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça veut dire que ce questionnement-là. Alors, pour commencer, eh bien, il faut expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, l'IA générative, je me sers beaucoup de Wikipédia pour pouvoir vous expliquer les choses, parce que c'est des documents que vous pouvez très bien retrouver à tête reposée. Ce ne sont pas des articles scientifiques, ce sont des choses que les scientifiques disent dans les médias publics. Donc, l'IA générative, c'est une intelligence artificielle qui a pour but de générer des choses. En général, on dit que c'est une IA qui est accessible par un prompt, c'est-à-dire par une interface qui est une interface très simple, qui est un moteur de recherche, où vous mettez des mots, et à partir de ces mots, l'intelligence artificielle va générer texte, image. Vraisemblablement, elle sera en capacité de générer du son. Pas tout de suite, mais en tout cas, dans les années à venir, ça va arriver. Et donc, c'est une forme très simple d'utilisation pour générer des contenus. On voit également sur la partie droite que le nombre d'utilisateurs de ChatGPT a été absolument, donc a subi une courbe exponentielle comme on pouvait s'y attendre, mais vous voyez que les 100 millions d'utilisateurs ont été atteints dans un temps record, c'est-à-dire que d'autres services comme Netflix ou comme Twitter ou comme tous les services numériques ont mis beaucoup plus de temps, voire plusieurs années parfois, pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Donc en fait, très vraisemblablement, le milliard d'utilisateurs sera atteint en 2023, ce qui est une prouesse absolument phénoménale. Vous remarquerez aussi que l'IA générative sur Wikipédia n'a pas encore de traduction en français. Donc, c'est intéressant de voir que ce thème, qui est pourtant un thème moteur, hein, qui est vraiment de l'intelligence artificielle au goût du jour, puisque c'est quelque chose qui est vraiment dans le domaine public quasiment maintenant, eh bien, n'a pas encore sa traduction. Il n'y a que cette langue qui l'utilise. Il n'y a pas encore de traduction en français. Alors, évidemment, j'ai pris quelques exemples d'utilisation de ChatGPT, mais non pas pour vous dire ce qu'il dit, mais pour essayer de comprendre ce que c'est, hein, parce que c'est pas, les résultats n'ont aucun intérêt. Hein, c'est-à-dire que les résultats ne peuvent avoir un intérêt que quand il y a un intérêt dans la question. C'est-à-dire que si la question que vous posez, c'est quelque chose qui vous intéresse à vous, sur lequel vous avez déjà des connaissances, eh bien, la génération automatique d'éléments va peut-être vous donner un regard critique, mais ce n'est pas avec ça que vous allez apprendre des choses. Alors, bien sûr, les gens ont essayé de piéger ChatGPT. Par exemple, la question, qu'est-ce que c'est qu'un triangle équilatéral rectangle? Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où le triangle est équilatéral, les angles sont tous de même valeur, et donc il n'y a aucun angle droit, et ça ne peut pas être un angle rectangle. Eh bien, en tout cas, ChatGPT, parce qu'il travaille par statistique, trouve que quand on parle d'un triangle rectangle, c'est qu'il y a un angle droit, etc. Donc, en fait, il va construire une réponse. La réponse, elle n'est absolument pas prise dans un texte qui existerait. Il va générer une réponse à partir de statistiques sur les probabilités que les mots soient présents dans la réponse et l'organisation de ces mots, qui est une organisation en français, en clair. Et donc, c'est comme ça qu'on a une réponse qui est tout à fait burlesque, parce qu'en fait, il explique qu'un triangle peut être à la fois équilatéral et rectangle.
Deuxièmement, d'autres personnes ont essayé de piéger avec ChatGPT en lui demandant comment on différencie les œufs de vache des œufs de poule. Alors évidemment, si vous demandez à un enfant qui ne sait pas trop bien, qui ne comprend pas, eh bien, il va répondre un petit peu pareil en disant que puisqu'une vache est plus grosse qu'une poule, eh a priori, les œufs de vache vont être plus gros que les œufs de poule. Peut-être qu'il va falloir faire attention à les manipuler parce qu'ils vont être très lourds, etc., etc. Et c'est ce que faisait ChatGPT il y a quelques mois. Maintenant, là, j'ai refait le questionnement encore ces jours-ci. Eh bien, la réponse, elle est tout à fait différente parce que ça veut dire qu'il y a du sens qui a été rajouté à ChatGPT. C'est intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas par lui-même, par les algorithmes de retracement statistique que cette connaissance peut être trouvée. C'est bien évidemment par l'introduction par des humains, et vous avez vu qu'il y a une polémique, parce que c'est beaucoup de Kenyans, d'Éthiopiens et de personnes en Afrique qui travaillent pour des salaires de misère et qui vont faire des liens sémantiques et donc qui vont rajouter du contenu qui va servir à ChatGPT à avoir un petit peu de sens, parce que ChatGPT ne peut pas fabriquer son sens intrinsèquement par ces algorithmes, mais tout ce qui est sémantique et tout ce qui est du sens doit être fabriqué par des humains. Et donc, on a trouvé un système, mais Google l'avait fait aussi, hein. Google avait fait la même chose dans son déploiement, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas retracer des éléments sémantiques directement avec des algorithmes. Il faut être capable d'avoir des humains qui vont orienter ces algorithmes-là. Et donc actuellement, mais quand on demande à ChatGPT la différence entre les œufs de vache et les œufs de poule, il a une réponse qui est beaucoup plus cohérente, puisqu'il dit que les vaches produisent du lait et que les poules produisent des œufs, et puis les œufs de poule par rapport aux œufs d'oie, etc. Je vous rappelle que c'est de la probabilité, c'est-à-dire que ces phrases-là, en réponse, n'existent pas. Elles sont fabriquées sur mesure par rapport à votre question à vous, et cette fabrication sur mesure répond à des organisations statistiques de choses qu'il y a dans des textes qu'on peut trouver. Alors, à quoi on peut l'utiliser? Eh bien évidemment, vous voyez, on peut demander de fabriquer un poème sur tel sujet à la manière de Victor Hugo. Et donc, on a un poème qui apparaît, là, il y a les premières strophes, mais le poème est beaucoup plus long, et on a vraiment quelque chose qui est du domaine de la poésie, mais qui n'a pas forcément de sens, hein, je vous rappelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui sont des juxtapositions, et un peu comme un cadavrecti, vous savez, ces problèmes, enfin, ces sujets que faisaient en production automatique les impressions, enfin, tout ce qui est le mouvement en fait, littéraire d'entre-deux-guerres, eh bien, on a des choses qui vont être des choses qui peuvent se retrouver à fabriquer quelque chose que l'on peut trouver, nous, avec du sens, mais c'est le regard qu'on porte dessus qui a du sens, c'est absolument pas sa fabrication qui porte du sens. Nous avons également essayé, dans le cadre d'un programme de recherche, alors la question était en anglais, donc je l'ai retraduite en français ici, et donc le résultat n'est pas le même que ce qu'on avait obtenu, mais on s'est retrouvé avec un programme de recherche où on cherchait l'acronyme, qu'est-ce qu'on pouvait donner comme acronyme. Et vous voyez, donc c'est assez technique, c'est de l'IA, avec de la reconnaissance de texte, etc. Enfin, c'est vraiment un programme de recherche qui est orienté sur ChatGPT finalement. Eh bien, voilà des exemples d'acronymes que propose ChatGPT, avec des textes qui sont des mots que l'on peut prononcer et qui peuvent avoir une signification avec chaque lettre qui correspond à quelque chose. Donc, vous voyez, on peut demander une production à la manière de, ou comme ceci, ou comme cela. Et puis, bien évidemment, on peut poser des questions qui ont des réponses. C'est-à-dire que si c'est des questions qui ont vraiment des réponses, eh bien, ChatGPT va le trouver, puisque ces questions-là vont être orientées vers une recherche de cette réponse. Et là, par exemple, quand on demande qui a découvert les GAN, donc des réseaux de neurones très particuliers, eh bien, il trouve effectivement que c'est il trouve le bon auteur hein, qui est là, avec bien évidemment quelques éléments qui sont des éléments tout à fait d'intérêt par rapport à la réponse à la question. Donc, ces réponses-là sont la plupart du temps sans sens, mais quand ça correspond à des questions précises, on peut avoir des réponses qui, statistiquement, nous donnent du sens dans leurs réponses qu'elles ont. Alors, ces fameux GAN, dont on vient de parler dans la question d'avant, c'est ça qui est à la base de ChatGPT. Alors, ces GAN, c'est des réseaux antagonistes génératifs. C'est des réseaux qui produisent des images qui n'existent pas. Alors, des images, par exemple, la jeune fille que vous avez à droite, encore une fois, c'est la page Wikipédia. La jeune fille que vous avez à droite, peut-être que ça vous rappelle quelqu'un, mais en fait, en tout cas, elle n'existe pas. C'est une image qui a été fabriquée automatiquement. De même que le portrait qui est ici est un portrait qui a été fabriqué par un groupe qui s'appelle Obvious, qui est un groupe de jeunes parisiens qui se sont amusés à fabriquer un faux dessin du 19e siècle. Ils ont fabriqué toute la famille bien amie, en clin d'œil avec le nom du concepteur des GAN, justement. Alors, tout ça passe sur des réseaux de neurones artificiels. Donc, il nous faut juste 2 minutes de compréhension de ce que c'est qu'un réseau de neurones pour bien saisir un petit peu l'outil algorithmique qui est derrière. Un réseau de neurones, c'est quelque chose dans lequel vous mettez les entrées et vous attendez à avoir des sorties. Alors là, j'ai pris un réseau de neurones très simple. Vous voyez, il y a 7 entrées, 3 sorties. Donc, c'est un des plus basiques qu'on peut avoir. Et ces 7 entrées, bien sûr, le réseau ne sait pas. Mais pour moi, ça correspond aux digits qui peuvent être affichés dans un chiffre. Vous voyez, on reconnaît que c'est le préaffichage d'un chiffre. De même qu'en sortie,
il y a certains digits que je vais garder, qui sont par exemple celui-là, cette configuration qui correspond au 1, cette deuxième configuration qui correspond au chiffre 3, la troisième qui correspond au chiffre 7. Vous voyez, donc je vais avoir des choses sur lesquelles je veux que le réseau s'arrête, parce que pour moi, c'est les choses qui ont du sens. Mais le réseau, lui, ses sorties, c'est 1, 0, 0, ou bien 0, 1, 0, ou bien 0, 0, 1, 1, 0, 1, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, les 3 neurones de sortie sont allumés ou éteints en fonction de la sortie que je veux avoir. Donc, ce sont des automatismes qu'on va chercher à recréer. Quand une entrée est donnée, eh bien, je veux que le réseau, automatiquement, me trouve la sortie. Et comment il fait? Eh bien, il y a des espèces de connecteurs qui sont au milieu, et le but du jeu d'un réseau de neurones, c'est trouver quelle est la pondération qu'il faut mettre sur chacun des connecteurs. C'est du calcul, c'est un calcul massif que les machines sont capables de faire, et on s'est rendu compte dès les années 80 qu'il fallait mettre des neurones intermédiaires ici si on voulait avoir beaucoup de sorties, c'est-à-dire en fait beaucoup plus de sorties que les entrées ne permettaient d'en avoir. C'est-à-dire que là, ici, quand vous êtes sur ce modèle-là à gauche, on est dans un problème qui est linéairement séparable. Il est possible, dans l'espace des solutions, de trouver un sous-espace, et donc en fait une linéarité en quelque sorte, qui va segmenter mes 3 réponses différentes, et donc possibilité d'orienter le réseau vers une ou l'autre des réponses. Dès qu'on a trop de réponses par rapport aux entrées, ça n'est plus possible. Et donc, il faut passer par un mécanisme intermédiaire, qui est cette couche cachée, et qui permet de résoudre tous les problèmes finalement. Alors, cette couche cachée, eh bien, on va en mettre plusieurs, hein, mais c'est ça qui va permettre, par exemple, de reconnaître les visages. Vous voyez ici, par exemple, c'est fait sur une petite vidéo que j'ai tournée, où la machine reconnaît que, en plus, je suis une personne, bien sûr. Là, c'est mon visage, et là, c'est quelque chose d'un visage qui est un visage un peu austère, alors que là, il est tout à fait souriant. Voilà. Donc, ces éléments-là sont faits avec des apprentissages qui demandent au réseau de s'arrêter sur certaines configurations particulières. Et donc, ces configurations, pendant très longtemps, toutes les années 80, ça a servi au tri postal. Donc, ça permet de reconnaître un chiffre sur un ensemble de pixels réduit. Mais encore une fois, ça demande déjà beaucoup de calculs. Et il a fallu attendre les années 2010 pour avoir des capacités de reconnaissance de visage. Donc, ce n'est pas vieux, ça a moins de 15 ans, cette affaire. C'est une grosse dizaine d'années pour reconnaître en fait des visages à travers le même principe, qui est un principe donc, de segmentation. Et là, le procédé qui est ici nous amène à un deuxième petit élément technique, qui est ce qu'on appelle le deep learning, ou la convolution, qui sont encore une fois une complication de la chose, c'est-à-dire qu'au lieu de traiter pixel par pixel, je vais traiter groupe de pixels par groupe de pixels. Donc vous avez quelques éléments, vous pouvez aller vous référer si vous voulez comprendre un peu ce que c'est que la convolution. Voici un site en ligne qui explique comment on fait du traitement d'image. Donc, je vais remplacer ma matrice, qui était ma matrice ici, par une matrice plus petite, en fait, dont chaque élément va être la combinaison de tous ces éléments qui sont ici. Et au fur et à mesure que je fais glisser ma matrice, eh bien, je vais avoir des éléments qui sont là, qui vont se mettre en place. C'est ce qui permet, par exemple, de déflouter une image, ou bien de flouter une image. C'est ce qui permet d'augmenter le contraste sur une image. C'est ce qui permet de faire du traitement d'image. Et tout ça, c'est déjà à la base de cette fameuse reconnaissance qu'avait préposée cette personne qui est ici, qui est Yann Lequin. Et il explique ça dans un livre qu'il a écrit, qui est un livre de semi-vulgarisation. Je pense qu'il faut quand même avoir quelques niveaux quand même un peu en ingénierie pour comprendre ce que c'est qu'une matrice, ce que c'est qu'une convolution, etc. Mais en tout cas, c'est quand même dans un langage assez accessible. Donc Yann Lequin, depuis les années 80, avait trouvé que ce genre de choses pouvait fonctionner. Mais je le rappelle, il a fallu attendre 2010, 2012 pour être précis, pour avoir des machines qui étaient capables d'avoir le calcul qui permet de faire du traitement d'image dans l'optique de faire de la reconnaissance faciale. Et ces GAN sont quelque chose qui est une complexification encore du système, en mettant 2 réseaux de neurones, un qui est ici et un qui est là, 2 réseaux de neurones, un premier qu'on aurait appelé le générateur, ce qui va servir à générer une image, et le deuxième qui est un discriminateur, qui va discriminer l'image. Donc le premier va fabriquer une fausse image, et le deuxième va comparer cette image avec un stock d'images qu'il a, et quand l'image est crédible, eh bien, il va envoyer, et il va dire, ben voilà, on a une image qui est crédible. Donc un réseau de neurones sert à fabriquer une image, et un deuxième réseau de neurones sert à dire si l'image est crédible ou pas en fonction des stocks qu'il a ici. Et donc, c'est Obvious qui a mis ça en place. Vous avez ici là, une URL pour une petite interview d'Obvious qui dure, je ne sais plus, je crois que c'est entre une demi-heure et 1 heure quand même, fait dans le cadre d'un groupe de recherche du CNRS. Et cette interview, là, voilà des captures d'écran que j'ai prises, comme celle-là où ils expliquent ce que c'est que les GAN, ou celle-là où on voit la mondialisation de leur projet, parce qu'en fait, ils ont fabriqué le portrait d'Edmond Bellamy qu'on a vu, qui était vendu aux enchères et qui a atteint la somme de 450 000 $, et donc une somme absolument astronomique qui leur a permis ils sont achetés un appartement à Paris, ils sont très contents, ils vivent bien, merci. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui a montré une vraie modification donc de la perception de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Et puis la dernière cerise sur ce gâteau-là, c'est ce qu'on appelle le LLM, c'est-à-dire c'est les grands modèles de langage.
et qui sont des grands modèles de langage au sens où on va avoir des grandes bases de langage, donc de textes produits par des gens, et cette grande base de langage va servir à faire des statistiques dessus. Donc, je résume, ChatGPT est un système qui utilise les réseaux de neurones. Ces réseaux de neurones, il va mettre des réseaux de neurones antagonistes pour produire du texte et regarder la crédibilité de ce texte. Et tout ça va se faire dans un grand modèle de langage, donc avec des bases de langage linguistique absolument phénoménales. Donc, ces petits repères chronologiques, quand même, pour vous montrer pourquoi ça agit vite. En 2012, c'est la mise en route du deep learning, et donc de la vraie réalisation de réseaux de neurones qu'on appelle profonds. En 2014, le fameux réseau antagoniste, donc les GAN. 2018, les larges langages modèles. Et donc 2018, la première version de GPT, qui est donc un transformer de génération de texte pré-entraîné. C'est un système qui se base sur des textes qui existent déjà et qui fabrique des nouveaux textes. En parallèle à ça, il est intéressant de voir que les politiques ne sont pas restés les bras croisés, puisque Barack Obama a lancé, vous voyez, en 2016, donc juste après ces réseaux antagonistes et ces premiers deep learning, une grosse réflexion aux États-Unis sur ce que c'est que l'IA, qu'est-ce qu'on peut en tirer au niveau économique. En France, c'est successivement François Hollande et puis donc Emmanuel Macron, qui a confié ça à Cédric Villani. On fait une analyse sur qu'est-ce qu'on peut faire stratégiquement avec l'IA. Et vous voyez ici tous les pays qui, en 2017-2018, ont fait une stratégie IA pour savoir comment on pouvait techniquement récupérer de l'argent, économiquement se positionner, comment on pouvait aider les chercheurs, comment on pouvait faire tous ces partages-là sur l'IA qui est en train d'arriver. Et puis, signalons aussi une approche que l'Union européenne vient de mettre en place sur le risque qui est possible par rapport à l'IA. Voilà. Donc, je vais accélérer un petit peu pour vous montrer quelques réalisations, quelques éléments qu'on peut avoir. Mais sachez que tout se positionne dans ce qu'on appelle l'hypothèse du monde clos. C'est-à-dire qu'un ordinateur ne va jamais être capable d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Il va être capable de générer quelque chose qui n'existe pas. Mais comment il le fait? En découpant toute une série de mots. C'est comme si vous preniez votre dictionnaire, que vous jetiez tous les mots par terre et vous en fabriquiez quelque chose derrière, en tenant compte des probabilités à ce que les mots soient déjà, avant, dans d'autres bases, présents les uns à côté des autres. Donc la génération se fait dans un monde clos, dans un monde où on ne peut pas inventer de nouveaux mots. Et donc, ChatGPT n'est pas en capacité, sauf si vous lui demandez, bien sûr. Si vous demandez de fabriquer un nouveau mot, il va fabriquer des assemblages de syllabes. Donc, il va être capable de le faire. Mais spontanément, il ne va pas le faire, ce que toute personne fait, car dès que vous avez un groupe humain qui est dans un langage en particulier, alors on le voit, les jeunes, dès qu'ils ont été des jeunes ensemble, ils inventent de nouveaux mots, ils inventent des... J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Les jeunes, quand vous dites quoi, ils vous dites coubé. Et c'est parce que quoi, c'est coup-a, et donc ils répondent coubé. Voilà. Donc, ce genre de choses, ChatGPT ou toute intelligence artificielle ne pourra jamais le générer parce qu'elle est dans une hypothèse du monde clos. Ce que Yann Lequin précisait ici, c'est que ça, on peut reconnaître soit c'est un chien, soit c'est un chat, soit c'est un oiseau, mais en tout cas, ça ne sera pas un crocodile. Voilà. Parce que la machine ne sait pas ce que c'est. Alors, je vais passer très vite sur les premières hésitations ou les premières volontés de faire des langages comme ça de production de termes sur d'autres techniques, parce que c'était bien avant. Il y a ELISA dans les années 60, Tai il n'y a pas très longtemps, Zo, je ne vais pas en parler. Donc, ELISA, c'est dans les années 66, vous voyez, donc c'est très ancien. Il y a un système qui est un système très mécanique qui va analyser la phrase et qui va avoir une capacité de production de phrases avec les règles qui sont ici. Bon, elles sont techniques, je ne vais pas les détailler, mais en tout cas, ça se comprend très facilement. Et l'article scientifique qui explique ça, il date de 1966, il donne le mécanisme de l'analyse avec des règles, de tel mot est à tel endroit, et j'en fais telle chose. Microsoft a mis en place Tai, qui était un compte de Twitter d'une pseudo-adolescente qu'ils avaient mis en place, mais qui n'existe pas, et qui était donc une personne qui répondait à des tweets qu'on lui envoyait, avec le fameux « Hello World » au début, « c'est super, je suis content, moi j'arrive sur Twitter », et puis dès le lendemain, il trouvait que finalement, elle souhaitait plutôt faire du mal à toutes les féministes qui n'étaient pas vraiment des gens très très bien, et trouvait que Hitler était finalement un gars pas si mal que ça, parce qu'il avait permis de faire des choses sur les Juifs. Donc ça, c'est en moins de 24 heures, que la machine ne comprend pas le sens, mais elle a été, si vous voulez, orientée par des gens qui ont questionné la machine jusqu'à lui faire produire des choses qui étaient des choses vers ce vers quoi ils voulaient l'amener, qui étaient des choses absolument horribles et odieuses. Donc, ChatGPT, c'est quelque chose qui est assez ancien. Dès les années 2018, donc je vous dis, il y avait GPT qui existait, donc 2018, 2019, 2020, les gens se positionnaient sur dire, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Et Microsoft avait déjà trouvé en 2021 qu'il avait un intérêt
pour pouvoir mettre ça dans ses propres programmes de type Office, Word, tout ce qui va être les productions, Word, Excel et compagnie, pour aider les gens à produire leurs outils à travers ça. Donc Microsoft a racheté OpenAI avec une vraie volonté de fabriquer des logiciels dans la suite bureautique plus intelligents. La Chine également n'est pas restée aussi les bras croisés et fabrique des systèmes qui sont des systèmes d'IA générative aussi. Alors, il y a des alternatives, c'est-à-dire que quand on parle d'IA générative, il n'y a pas que ChatGPT, il y a Bard qui existe aussi, Google a ses propres affaires, Sparrow, il y a d'autres choses qui existent par d'autres consortiums. Donc, en fait, ce n'est pas le seul, c'est le plus fameux, mais ce n'est pas le seul. Et puis donc, bien sûr, on remarque, il faudrait voir, moi j'ai plusieurs écrans comme ça pour essayer de l'utiliser, pour voir comment on peut avoir des choses dessus. Vous savez, on dit qu'il est de la nouvelle version, la version 4 qui vient de sortir, est assez au goût du jour parce que justement, elle a été améliorée par des humains qui peuvent orienter le sens que la machine peut donner. Donc quand on demande par exemple qui est le roi d'Angleterre, il répond qu'il n'y a pas de roi d'Angleterre, il y a un roi au Royaume-Uni qui est Charles III. Alors, on peut la piéger toujours quand on applique un raisonnement, donc je passe dessus très rapidement, mais c'est des raisonnements sur des chiffres et des lettres. On a l'impression en fait qu'elle trouve la solution, mais en fait c'est parce que la solution je lui ai donnée. Quand on repense la même question quelques semaines plus tard, on voit que ça tourne en rond et qu'il n'y a pas de solution. Donc en fait, dès qu'on essaye de faire trouver un raisonnement, ça n'est pas possible, parce que ça n'est pas de l'IA générative qui permet d'avoir une vision un petit peu surplombant la situation. Je passe là aussi sur les modèles de référence. Quelques éléments que je voulais vous donner, c'est qu'en fait, on est passé dans un monde où on avait un monde d'information. Au XXe siècle, on a travaillé beaucoup sur l'information. L'information, ce que vous disent les informaticiens dans vos différentes entreprises sont des choses en général précises, exactes, mais qui ne vous servent pas toujours. C'est-à-dire qu'un informaticien, quand une machine est en panne, il vous dit « Ah, c'est normal ». Bon, mais non, si elle est en panne, excusez-moi, ça n'est pas normal. Et donc, on est passé de ce monde de l'informatique qui était dominant, avec l'information dominante, à un monde où c'est la connaissance ou la cognition qui devient dominante. Et le problème, c'est que la cognition, c'est quelque chose qui est vague, qui est souvent discutable, mais qui est toujours à la base de nos actions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez quelqu'un au bout du sigle, ou des éléments que vous envoyez d'information, cette personne va en faire quelque chose. Et ChatGPT est tout à fait dans ce modèle-là. C'est-à-dire des informaticiens ont fabriqué quelque chose, et vous, en bout de ligne, vous allez en faire quelque chose. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Alors, première chose, évidemment, les étudiants s'en sont saisis. C'est-à-dire vous demandez à ChatGPT de faire un programme en Python pour multiplier les matrices, un petit programme d'exercice, il vous donne la solution tout de suite. Et donc, si vous donnez le programme avec les paramètres que votre prof vous a donnés, vous avez la réponse exacte qui est à donner à votre prof sans avoir compris. Et donc, vous pouvez faire du rabâchage ou du copier-coller pour avoir la réponse directement. Mais les étudiants vont le faire aussi. Là, c'est un sujet de philosophie. C'est le sujet de philosophie posé en 2022, ça. Eh bien, il y a une structuration qui est donc produite derrière, parce qu'un sujet de philosophie, ça n'a pas forcément un sens général. On peut dire que ça a un sens particulier pour la personne. Et donc, vous pouvez très bien vous approprier le sens que la machine a donné, en modifiant quelques éléments dedans. Et en plus, vous avez un texte qui est écrit en français tout à fait correct. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc, finalement, pourquoi s'en priver ? Alors, sachez que nous aussi, on le fait. Ça, c'est par exemple un exemple de stage qu'on pourrait proposer en cognitique. Donc là, je demande, trouve-moi un stage en cognitique. Il va me trouver le titre du stage, le descriptif, le déroulé, etc. Donc, en fait, tout le monde qui a besoin de fabriquer quelque chose peut bien sûr faire en première étape. Comme on le faisait quand vous aviez un texte à produire en anglais, vous le produisez en français, vous faites une première traduction avec Translate ou quelque chose comme ça, vous modifiez cette traduction et vous le bonifiez. De la même façon, la génération de texte va pouvoir se faire directement à partir de l'IA, pour peu que vous ayez quelqu'un qui soit capable d'analyser la sortie et d'en tirer quelque chose quand même qui ait quelque chose du sens. Ça va vous faire gagner du temps. Donc, et les images ne sont pas les seules. Là, ça, c'est un article du Monde qui montre des tas d'images qui sont générées par l'IA et qui sont des images, par exemple, là, on voudrait voir Rouget de Lille en train d'écrire la Marseillaise. Bon, mais il n'y a jamais eu de tableau de Rouget de Lille en train d'écrire la Marseillaise. Et on se rend compte que l'image est fausse parce qu'il est décoré de la Légion d'honneur, alors qu'en fait, il n'avait pas la Légion d'honneur au moment où il a écrit la Marseillaise. Vous voyez, donc ce sont des détails très fins. De même que tout ce logiciel qui s'appelle Midjourney, qui a produit le pape en doudoune ou des choses comme ça, vous savez, le pape au bord de la mer, en fait, on se rend compte que la machine a du mal à générer le nombre de doigts exact. C'est-à-dire que 5 doigts à chaque main, ça a du sens, parce que ça correspond à notre position physiologique. Mais pour une machine, elle ne peut pas savoir, sauf si un humain lui dit, attention, une main n'a que 5 doigts. Mais elle ne pourra pas déterminer le nombre de doigts à partir de toutes les images qu'il y a, parce qu'il y a des fois des gens avec 4 doigts, des gens 3 doigts, selon les images, on n'a jamais le même nombre de doigts. Donc vous voyez que c'est, encore une fois, un article du Monde
qui explique que ces images, il va falloir faire attention. Ça, c'est 2 images qui sont en haut à droite. C'est des fausses images du tournage d'Apollo. C'est en fait, vous savez, les complotistes qui disent que Apollo ne s'est jamais posé sur la Lune et que les images ont été tournées en studio. Et donc, en fait, ils montrent les photos prises en studio. Bien sûr, ces images n'existent pas. Et on remarque que les coiffes des gens sont un peu bizarres et c'est ça qui permet de montrer que ce ne sont pas des vraies photos. Mais vous voyez que c'est en allant chercher dans les détails qu'on va pouvoir déterminer que c'est ou pas une photo. Alors, on en vient à quelques éléments d'ordre de réflexion, hein. Hannah Arendt, là, si jamais je cite, vraiment, j'essaye d'accélérer pour garder quelques temps de discussion, hein. Hannah Arendt avait une citation dont la fin est intéressante, c'est-à-dire que la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Et donc là, quand on voit les complotistes qui nous présentent les photos de tournage sur la Lune, le débat ne porte pas sur le fait de savoir si l'être humain a pu ou a été sur la Lune ou pas, mais sur le fait que les photos sont ou pas réelles. Vous voyez, donc en fait, on a un détournement de situation, et cette IA générative risque de nous amener sur des éléments qui ne sont plus des éléments, enfin, ce n'est pas les mêmes éléments intellectuels que ceux sur quoi on voudrait parler. On voudrait parler de la source du problème, et en fait, on va regarder juste le décorum. Alors, il y a évidemment une peur par tout ça, qui sont les emplois qui pourraient être menacés par rapport à l'IA. Et il y a une réalité qui est qu'effectivement, tout cet automatisme intellectuel va amener à des modifications d'emplois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut fabriquer automatiquement du texte qui correspond par exemple à des codes informatiques, il y aura peut-être besoin de moins de développeurs en informatique. Mais comme on va avoir beaucoup plus de développement informatique à faire, c'est très très difficile de dire s'il y aura, finalement, la balance va être avec moins de développeurs. Donc c'est assez compliqué, ce thème des emplois menacés est très compliqué. Il est basé surtout sur une première étude qui a eu lieu en 2013. Vous voyez, au moment de la mise en place de ces deep learning, hein, c'est là où ça a commencé à secouer un peu les cerveaux. Eh bien, en 2013, c'est donc Osborne qui ont fait une étude sur quels étaient les métiers les plus menacés. Et c'est ceux qui sont dans cette courbe au milieu. C'est-à-dire que si vous avez des métiers très manuels ou des métiers très stratégiques, eh bien, en fait, ces métiers-là, ils vont rester. Mais tous les métiers intermédiaires peuvent effectivement être menacés. En fait, ils vont être modifiés. Ils ne vont pas forcément disparaître. Alors, j'ai regardé, moi, 2 métiers particuliers, le journalisme, et quand vous tapez sur Google ChatGPT et les journalistes, vous voyez que tous les articles qui sortent, c'est les journalistes n'existent plus, ils sont finis. Alors, ce n'est pas une réalité, c'est ce que les gens disent qu'ils pensent que ChatGPT va faire au journalisme. Il n'y a aucune vérité scientifique derrière ce truc-là. De même que quand on pose la question par rapport aux enseignants, vous voyez que ChatGPT va aider les enseignants. Là, encore une fois, c'est ce que les gens disent qu'ils pensent que ça va faire. En fait, on n'en sait rien. On n'a pas de boule de cristal. Et donc, quand on regarde, vous voyez, le ChatGPT et les enseignants, par exemple, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler. Comment on va s'en sortir? Vous avez des vidéos qui existent dessus. Enfin, il y a toute une littérature. Les gens sont en train de regarder qu'est-ce que ça va faire derrière. Et donc, moi, je me suis posé la question de, finalement, est-ce qu'on est capable de savoir ce que ChatGPT va faire? Mais je n'ai pas l'impression. Parce que quand je regarde, par exemple, quand le GPS est arrivé, alors je n'ai pas marqué les dates, mais vous savez, le fait de se positionner par satellite, un bateau sur la mer ou bien quelqu'un un aventurier est capable de se géolocaliser au mètre près. Maintenant, enfin avant c'était 10 mètres. Mais... Et quand vous êtes à un endroit, là, si jamais on me dit, par exemple, aujourd'hui que je suis à Talence, à l'école de cognitique, dans l'amphi, ben oui, mais ça ne m'intéresse pas parce que je le vois, j'y suis. Donc cette information ne m'intéresse pas. Mais le jour où quelqu'un a fait une application qui a permis de coupler le GPS avec ce qu'on appelle les SIG, les systèmes d'information géographique, donc les systèmes de route et les systèmes de localisation des différents lieux, etc. Et bien c'est ça qui a amené ce que maintenant on appelle le GPS. Si vous voulez, le GPS n'est plus le positionnement par satellite, mais le GPS, dans le jargon commun, c'est la capacité à joindre un point, c'est-à-dire en fait me localiser à moi, localiser le point où je veux aller, et surtout avoir un logiciel de cartographie qui permet d'aller vers là. Et donc, je pense que ChatGPT, nous n'avons pas encore le système de cartographie intellectuelle qui me permettrait d'aller d'un point intellectuel, qui est la question que je me pose, à un autre point, qui est la réponse que me proposerait un peu plus intelligemment ChatGPT. Mais ça va venir. Et donc, il y a des gens qui vont vous proposer des applications avec ChatGPT. Mais attention, parce qu'à partir du moment où ils vont vous vendre ça, d'accord, il faut bien regarder ce qui se passe dans le reste du monde. Et vous avez entendu parler du scandale de Cambridge Analytica. L'auteur, la leveuse d'alerte, je ne sais pas comment on dit, la lanceuse d'alerte, pardon, Brittany Kaiser, écrivait des choses du genre « Si vous interagissez avec quoi que ce soit sur votre téléphone
Eh bien, il faut savoir qu'en fait, le téléphone a été conçu spécifiquement pour collecter autant de données possibles à votre sujet, de façon à ce que ces données puissent être monétisées derrière. Et donc, la personne qui va vous vendre une application sur ChatGPT va vous vendre en fait un point d'accroche qui va servir à avoir des informations sur vous, ce qui est déjà le cas avec l'application de ChatGPT, et ces informations vont être vendues. Alors, si le résultat de l'application est intéressant pour vous, ben, vous pouvez accepter de monétiser, que quelqu'un monétise vos informations. Mais ça, si vous voulez, il faut en être conscient et savoir qu'est-ce qu'on peut en faire derrière. En l'occurrence, Cambridge Analytica s'en est servi pour, par exemple, organiser le Brexit ou bien faire élire Donald Trump. Donc, ça dépend quelles sont vos opinions politiques ou vos opinions de société. La question, et j'en arrive à la fin, la question, c'est finalement quelle est l'émergence du sens? Comment le sens émerge? Qu'est-ce qui fait qu'un œil humain distingue au premier coup d'œil des chihuahuas de cookies? Et ça, aucun d'entre vous ne s'est trompé sur qui est un petit chien, qui est un cookies. Mais pour une intelligence artificielle qui analyse pixel par pixel, je vous rappelle que c'est un système statistique, ce n'est pas un système du tout avec du sens, eh bien c'est très compliqué à faire. Et donc, on arrivera toujours à trouver des problèmes dans lesquels l'œil humain est toujours plus discriminant parce que l'œil humain fabrique le sens. Le cerveau ne peut pas s'empêcher de penser. Vous ne pouvez pas ne pas penser. Et ça, cette fabrication de sens, votre cerveau est conçu pour ça. Donc, dans tout votre environnement, vous mettez du sens continuellement dessus. Là où une machine, finalement, ne fait que segmenter les choses et essaye statistiquement de retrouver des liaisons qui ont été faites justement par des humains. Donc, si jamais je vous demande, par exemple, qu'est-ce que c'est que tout ça, mais très rapidement, vous me dites que c'est les sièges. D'ailleurs, c'est la réponse à la question que j'ai envoyée à Google. Mais essayez de me décrire ce que c'est qu'un siège. Toute description que vous ferez d'un siège ne sera pas exhaustive. Et pourtant, tout nouveau siège que vous trouverez, ça sera tout à fait normal, ça sera un siège pour vous. Donc, vous voyez, c'est ça qui fait aussi l'humour, c'est ça qui fait la capacité à changer d'un point à un autre. Et à mon sens, s'il y a un truc à retenir, c'est ce que disait donc Amélie Nothomb, mais elle n'a pas fait exprès, enfin, c'est pas pour ça qu'elle le disait. C'est qu'en fait, ce qui change l'œil humain de la machine, c'est l'incarnation. C'est que vous avez un corps. Et il y a quelques phrases absolument intéressantes qui sont, par exemple, que ce que l'esprit ne comprend pas, en fait, le corps le sait. C'est des phrases qu'elle dit. Et ce que je trouve absolument très intéressant intellectuellement, elle s'est posé la question, en écrivant ce livre, qu'est-ce que le Christ a pensé quand il a fait son chemin de croix? C'est-à-dire, comment le Christ s'est préparé pour la souffrance qu'il pouvait avoir sur la croix. Eh bien, bon, peu importe qu'elle soit catholique ou pas, que je le sois ou pas, c'est pas grave ça. Ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce que la personne qui portait la croix a pu penser. Et elle s'est dit, mais tiens, le Christ, il va se mettre en position de soif. C'est-à-dire qu'en fait, il va se forcer à ne pas boire pendant plusieurs jours avant, enfin plusieurs jours, le temps qu'il avait, de façon à avoir une souffrance de la soif qui est plus forte que la souffrance de la croix. C'est-à-dire une souffrance personnelle plus importante. Enfin, en gros, ce qui est important à retenir, si vous voulez, c'est que c'est l'incarnation. Et cette phrase, je la trouve absolument sublime. C'est donc, d'après elle, le Christ qui dirait « Avant l'incarnation, j'ai peu de souvenirs ». C'est-à-dire finalement, le sens et la connaissance, il n'y a que le corps qui permet de l'avoir. Donc, soyez rassurés, ChatGPT n'aura jamais de sens et d'autonomie. En revanche, soyez inquiets, parce que ChatGPT sera utilisé par des gens qui vont y mettre du sens à l'intérieur. Voilà, merci bien. Je ne sais pas comment, Christelle, tu veux... Est-ce qu'il y a des questions? Comment on peut faire? Effectivement. Oui, il reste peu de minutes. Merci beaucoup, Benoît. Il reste peu de minutes, mais il y a quelques petites questions si tu veux y répondre et si vous voulez en rajouter aussi. Alors, la première, y a-t-il une véritable différence entre une IA qui génère quelque chose à partir de données et un humain qui génère quelque chose à partir de sa propre expérience? Eh bien oui, c'est le sens qui fait tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, un humain ne peut pas s'empêcher de ne pas penser, hein, il est obligé de penser, et donc il est obligé de mettre du sens dans tout. Ce qui fait qu'en fait, vous ne pouvez pas faire un truc qui n'a pas de sens. Et même, si vous voulez, le principe de faire des cadavres exquis ou des choses comme ça fait qu'il y a des bouts de sens qui existent, on essaye de les relier ensemble. Donc la grosse différence, c'est qu'une IA va travailler sur un plan statistique. Là où on se fait tromper, c'est que ces statistiques, parfois, ont des éléments humains qui ont été rajoutés à l'intérieur. Donc, c'est comme Google. Hein. Google, les réponses qu'il vous donne, il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui servent à fabriquer le lien entre la base Internet et l'actualité. C'est-à-dire que si jamais vous posez la question à Google, quel est le score, par exemple, de PSG-OM, eh bien, il va vous donner le score du dernier truc qu'il y a pu avoir. Mais si c'est le soir du match, il ne peut pas vous donner le score parce qu'il ne sait pas qu'il y a un match qui est en cours. Donc, il faut qu'il y ait les humains qui le fassent à ce moment-là. Ok, merci. On en a une deuxième. Alors, je la lise en même temps.
À force d'avoir des productions via de l'IA, ne va-t-on pas avoir une sécheresse de la créativité car tout deviendra homogène à terme basé sur de bases de données figées? Pardon, j'y arrive. C'est un risque. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA a besoin de production humaine pour fonctionner crédiblement. C'est-à-dire que là, les fameux langages, les bases larges de langage ont besoin de langages fabriqués par des humains. Si à l'avenir, la production n'est qu'une production faite par des IA, ça perd son sens. D'accord? Et donc, c'est quelque chose qui… En fait, l'intelligence artificielle a besoin à ce que des gens continuent à travailler normalement. Ok, merci. Peut-être une dernière question pour la route? Vas-y, vas-y. Est-ce que… Non, Une attends, réponse courte. j'en ai pas pour l'instant. Je ne sais pas si il y a une question, une dernière. Un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne verrai plus jamais les cookies de la même manière. Ça, il faut faire attention. En fait, c'est ce que je disais à la fin. C'est vraiment la chose. J'ai essayé de vous donner des éléments techniques par rapport à ce que c'est que l'IA générative, comment ça fonctionne. Sachez qu'en fait, on arrive à décortiquer les choses, même si on ne connaît pas exactement l'algorithme de ChatGPT, parce que c'est une propriété industrielle maintenant. On n'a pas l'algorithme tel quel. En fait, on a les éléments sur lesquels cet algorithme se passe. Il y a d'autres produits qui existent que ChatGPT. Donc, en fait, la force de ChatGPT, c'est le prompt. C'est la capacité à générer des choses avec seulement des mots-clés, comme Midjourney. Midjourney, ça fabrique des images avec un prompt. Donc ça, c'est une force énorme. Comme Google, vous donnez des sites web à aller regarder, rien qu'avec un prompt. Vous mettez quelques mots et ça vous fabrique quelque chose. Donc ça, c'est la grosse force de l'IA générative. Mais cette IA générative fonctionne avec des statistiques et l'humain fonctionne avec du sens. Voilà. Et le problème, c'est quand des humains qui ont du sens vont détourner l'IA générative pour vous faire des choses que vous pensez que c'est des humains qui vous le disent, et en fait, c'est des humains qui sournoisement vous le disent. C'est surtout ça qu'il va falloir voir. Alors, en revanche, pour des entreprises, des premiers jets sur certaines choses, vous voulez faire une campagne marketing, vous voulez avoir une photo, des choses qui vont… Quand on veut faire des photos, par exemple, de figures mortes, comme de la nourriture, quand on veut vendre de la nourriture, par exemple, eh bien, les photographes de nourriture sont des photographes très spécialisés sur l'éclairage, sur plein de choses. Il va falloir qu'ils se réinventent. C'est-à-dire qu'ils vont être challengés par des IA génératives qui sont capables de fabriquer des photos de hamburgers absolument sublimes. Donc, les humains vont être mis au pied du mur pour pouvoir refabriquer du sens dans leur production. Donc, c'est un challenge qui est plutôt intéressant. C'est-à-dire que les professions vont être d'autant plus intéressantes qu'elles vont se porter sur du sens et non plus sur de la mécanisation. Alors, j'ai quelques questions, si tu veux bien. Je remercie Lucia Martha, coordinatrice de projet Dynamique, de poser cette question. Est-ce que le ChatGPT peut trouver des solutions à des problèmes techniques, un code qui ne marche pas, par exemple? Oui, mais oui. En fait, quand on a un code informatique, alors ça dépend quoi, évidemment, ce qu'il y a dedans qui ne va pas. Mais si vous avez un code informatique approximatif, eh bien évidemment, il peut vous donner le code. De même que si vous avez un texte qui est écrit en mauvais français, vous lui demandez un texte écrit en mauvais français, eh corrige-moi les fautes d'orthographe, il vous remet le texte en français avec les fautes, avec le truc qui va bien. Si vous avez un texte que vous voulez résumer, vous demandez, tiens, résume-moi ça. Il va vous résumer le texte en question. Donc tout ça, c'est des automatismes. Traduire dans des langues, c'est des automatismes aussi. Mais jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que les traducteurs, par exemple, ont encore un avenir. Il va falloir qu'ils travaillent, quoi. Les journalistes ont encore un avenir, mais il va falloir qu'ils travaillent. C'est tout ce qui est la part de l'automatisme dans ce qu'on peut faire risque d'être remplacé par l'IA. Ok, alors il est 10 heures. Il y a d'autres questions, mais il y en a, ouais, on n'aura peut-être pas le temps de toutes les traiter vu qu'il est déjà l'heure. Merci beaucoup, Benoît, pour cet exposé. Je pense qu'on va arrêter là ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Lucia Martha, donc, qui est coordinatrice du projet. Je vous ai également mis le site de Dynamique sur le chat si vous voulez le consulter. Et je vous souhaite à tous une très belle journée et à très bientôt.